autrement. En route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et bonjour à tous qui nous écoutez sur les ondes de Radio Grand Lac. Bonjour à ceux qui nous écouteront en replay sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Je suis Pauline et j'anime cette fabuleuse émission sur la parentalité décomplexée, la parentalité autrement. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Valentine. Bonjour Valentine. Bonjour à tous. Alors Valentine, elle est plein de choses en même temps. Et aujourd'hui, on va aborder plein de sujets très intéressants. Valentine, aujourd'hui, si je devais vous la présenter, on dira qu'elle est doula, tata du Club Poussette, animatrice en éveil musical et en son prénatal. Et on va aller voir justement comment elle en est arrivée là. Et je tiens aussi à préciser que Valentine, avant d'être cette merveilleuse femme, elle était aussi dans le spectacle, intermittente du spectacle, c'est ça. Et que grâce à ça, du coup, tu faisais aussi des ateliers cinéma du primaire au collège, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Et je travaillais sur des tournages aussi documentaires. Ok. Parce que voilà, tu as un master en esthétique cinéma. C'est ça. J'adorerais que tu reviennes nous parler de ça un peu plus tard et je vois le regard intéressé de Jean-Pierre aussi. ça nous titille un petit peu. Bref, mais là on est là pour parler de parentalité et de savoir comment t'en es arrivée à la femme que tu es aujourd'hui. Je crois que tout a commencé déjà par ta propre naissance. Oui, alors c'est ça en fait. Moi j'ai grandi avec l'idée que la naissance c'était un peu un passage, en tout cas traumatique dans mon histoire. C'est-à-dire que moi je suis née, ma mère a perdu les os vertes. Alors ça veut dire en fait que c'est le liquide amniotique qui indique qu'il y a un souci. Ouais. Et donc elle elle a accouché et en fait j'étais un petit peu en train de m'étouffer. J'ai pas tout le détail, mais j'avais un Apgar, donc c'est le premier test à la naissance du bébé. J'avais un Apgar très bas. J'ai dû être réanimée et donc moi j'ai grandi donc toute ma vie avec ce truc de j'étais un bébé qui presque on a sauvé, etc. Et un bébé qui a eu des gros reflux, donc je pense que c'était un petit peu lié et qui avait des gros reflux, donc finalement beaucoup de problèmes de santé au niveau de la gorge. Ouais. Et voilà, et donc quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu des enfants, même si j'ai déjà dit à ma grand-mère, juste pour l'embêter, que je n'en voudrais jamais. Non, j'ai toujours voulu des enfants, et sauf qu'il y avait ce quid de, pour avoir des enfants, il faut accoucher. Il faut leur donner naissance, voilà. Ça. Et ça se comprend totalement qu'avec la naissance que tu as eue toi-même, tu t'es construite avec beaucoup d'appréhension, de peur et un peu le danger finalement qui existe. Des fois, oui, il y a des naissances où clairement ça se passe pas comme sur des roulettes et toi, t'en as fait l'expérience du côté du bébé. Donc ça a teinté vraiment la façon dont tu t'es construit autour de l'accouchement petite et puis pendant toute ton adolescence, c'est ça ? Exactement. C'est que c'était vraiment quelque chose qui restait en moi et avec cette idée de en fait je ne pourrais pas avoir d'enfant puisqu'il faudra que j'accouche. Voilà. Finalement, je suis tombée enceinte en février 2020, donc juste avant le Covid et avant le confinement, etc. Et donc vraiment la première pensée que j'ai eue, ça a été oh là là, mais il va falloir que j'accouche. Comment il va sortir cet enfant ? Exactement, il est entré, il va devoir sortir. Oui. Donc c'est vrai que ça a été tout de suite quelque chose qui m'a touchée et à cette époque-là j'étais en coloc et on était donc plusieurs femmes puisqu'on était 9. Il y avait une des femmes qui était enceinte et qui prévoyait un accouchement à la maison. Donc c'est vrai que pour moi, justement, dans cette histoire, c'était complètement, dans mon histoire, c'était complètement inconcevable d'accoucher à la maison parce que, évidemment, parce que si jamais le bébé, voilà. Et puis toutes mes peurs, toutes mes propres peurs. Donc, au fil des discussions avec elle, etc., je pense que j'ai aussi eu une autre vision de la naissance et de me dire que finalement, c'est aussi le commencement et que voilà, c'est le début de la vie et que C'est ça, oui, c'est le début de la vie et en même temps, c'est tout un cheminement en fait qui s'est passé pour toi de ce que je comprends et de ce que quand on a préparé l'émission, de ce qui est revenu de OK, il y a ce projet, un accouchement à la maison avec toi, les infos que t'as en fait dans cette première partie de vie où t'as une naissance qui a quand même été un branle-bas combat et très mouvementé et l'antipode d'une personne qui voudrait donner naissance à domicile. Bon, j'imagine que ta coloc a très bien accouché et que ça s'est bien passé, non? Pas forcément.
Non, mais ça, après, pour d'autres raisons, parce que c'est vrai que les raisons d'une naissance, elles sont déjà multiples. Comme je dis toujours, on peut pas avoir de boule de cristal pour prédire comment ça va se passer. Mais donc du coup, il y a vraiment eu en toi ce cheminement qui s'est fait pendant ta grossesse, de dire très bien, maintenant qu'il est là, cet enfant, va bien falloir qu'il sorte. Donc, quelles sont mes options? Tu m'as parlé qu'il y avait la péridurale qui était là. Il y avait cette petite volonté qui a fait que grandir, d'être actrice finalement. Et c'est ça qui a vraiment après motivé la suite des événements et la suite de toute ta vie presque. Ouais, exactement. Et ça s'est fait finalement très très vite, parce que quand je me suis dit oh là là, va falloir le sortir. Ouais. Et donc le moment où je me suis dit, j'ai pas du tout envie de subir, et pour pas subir quelque chose, il faut se préparer, mais se sentir vraiment acteur et vraiment y aller à fond. C'est ça. Et donc ça, je pense qu'il y a eu 10 jours qui s'est passé entre le moment où il y a eu ça, mais parce que voilà, je vais aller très vite dedans. Et du coup, je me suis dit ok, elle a l'accouchement à domicile, cette coloc, moi je me vois pas du tout faire ça, mais il faut vraiment que je me trouve mon projet, quelque chose de différent en fait, parce que en fait, j'ai pas envie de rentrer dans un schéma où je vais avoir cette pensée de je reproduis comme ma mère ou des choses comme ça, parce que j'avais l'impression que ça allait me porter un petit peu l'œil. Ouais. Et du coup, très rapidement, je me suis dit j'ai qu'à accoucher dans l'eau. C'est une super bonne idée, ça. J'adore l'eau, donc je vais accoucher dans l'eau. Et donc j'ai trouvé une maternité à Paris qui proposait ça. Et donc vraiment ça s'est fait très vite, parce que ensuite je me suis inscrite, etc. Ouais. J'étais même pas à 3 mois de grossesse, donc c'est vrai que ça s'est mis en place très rapidement. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, l'accouchement, j'y pensais un peu moins, mais à la fois j'y pensais beaucoup, mais c'était vraiment le début du cheminement. C'était voilà, donc il y a ce projet d'aller accoucher dans l'eau, dans cette maternité, et au premier rendez-vous, je parle tout de suite de mon projet, parce que c'était vraiment très important, et on me dit d'accord, par contre vous savez, il faut accoucher sans péridurale. Et c'est là où je me dis oui, ok, pas de problème, ne sachant pas exactement ce que c'était la péridurale. J'avais 24 ans à l'époque. Ouais. Okay. Donc voilà, c'est vrai que j'y ai eu ça, et donc de là, finalement, je me suis très vite rendu compte que accoucher dans l'eau, en fait, il n'y a pas de préparation qui existe pour accoucher dans l'eau. En fait, on se prépare justement à accoucher, on va dire sans péridurale, mais du coup plutôt en pleine puissance, en fait, avec juste nous et notre corps et notre bébé. Et c'est en fait finalement ça qui m'a le plus intéressée dans toute ma grossesse, de préparer ça, cette rencontre entre moi, le moi mammifère qui va vraiment rencontrer tout ce pourquoi mon animal humain est fait. Parce que mine de rien, c'est quand même, on reste quand même des animaux. Et donc je me suis vraiment plus préparée finalement à rencontrer et à embrasser cette puissance c'est ça. Avec mon bébé, que accoucher dans l'eau. Voilà. Et ce cheminement, finalement, il y a eu beaucoup de lectures, beaucoup de reportages peut-être que tu as pu visionner, de choses, de récits qui t'ont permis de comprendre et peut-être de voir une autre facette des naissances. Et c'est là où il y a cette phrase que tu m'as dite, puis c'est une phrase qui en ce moment est très très présente partout sur les réseaux sociaux: le savoir, c'est le pouvoir. Et je crois que c'est vraiment ce que j'ai l'impression que ce que tu as vécu, c'est vraiment, tu t'es informé plus que n'importe qui d'autre, comme s'il y avait une étincelle qui était née d'une vraie passion pour comprendre comment, pas forcément peut-être comment naissent les bébés, mais comment toi tu peux faire ce chemin intérieur en fait, de ok, je pars de j'ai peur de donner naissance au vu de ce qui est moi, comment je suis arrivée au monde, c'est normal, et parce qu'on va quand même le dire, je donne naissance à mon enfant dans mon salon. C'est ce qui est arrivé à ton bébé de l'époque, du coup, ce premier enfant là. Oui, c'est ça. Donc c'est vrai que je me suis beaucoup informée, et comme tu dis, le savoir c'est le pouvoir. Je pense qu'à cette époque-là, j'étais pas du tout dans cette conscience, et maintenant je me rends compte que j'étais complètement dedans en fait, que c'était vraiment comment je me suis sentie puissante. C'est parce que c'est vrai que je connaissais tout, et mine de rien cette envie de tout connaître et de tout pouvoir expliquer, etc. C'est aussi venu des autres, dans le sens où très vite, quand j'ai dit que donc j'allais accoucher sans péridurale, on m'a regardé genre j'étais une extraterrestre. Mais pourquoi tu fais ça, mais tu vas avoir mal, et enfin tout
toutes les injonctions des peurs des autres en fait qui venaient. Et bon, moi je suis très têtue, donc je pense que ça m'aide beaucoup dans ma vie finalement, mais de leur répondre non machin, enfin tout va bien, etc. Et selon les personnes, en fait, selon si je savais qu'elles étaient prêtes à entendre des explications, je pouvais rentrer dans des explications et qui étaient bon toujours pas forcément entendues, mais donc voilà, c'est vrai que je me suis vraiment renseignée avec des livres, des podcasts, mais beaucoup de lectures d'accouchement. Et finalement, c'est ça qui est assez drôle, c'est que du coup très rapidement, je suis arrivée dans des lectures d'accouchement à domicile, ou dans des tribus ou des choses un petit peu qui justement par rapport aux gens qui disaient où tu te crois dans une tribu, mais finalement en fait très vite, et où je me disais mais waouh, c'est tellement beau. Et beaucoup de discussions avec mon conjoint aussi. On a pris la préparation de Quantique Mama de Karine Laceva, qui est sage-femme québécoise et qui œuvre pas mal en effet pour informer sur la physiologie de la naissance. Et ce qui a beaucoup aidé, je pense aussi, c'est du coup mon conjoint qui a tout suivi avec moi et qui m'a toujours dit mais moi je sais que tu vas le faire. Il y a aucun problème, tu vas accoucher, tout va, non, il m'a pas dit tout ira bien, mais il m'a dit que voilà, mon corps savait le faire, etc. Et je pense qu'il y a aussi, je me suis beaucoup nourrie de ces pensées positives, de me dire qu'on est fait pour ça, que je vais le faire, que mon bébé il sait naître, voilà, tout plein de petits mantras comme ça qui m'ont vraiment donné de la puissance et de la puissance en mon corps. Et donc cette préparation-là, je pense qu'elle a aussi beaucoup changé parce qu'il y a eu beaucoup d'informations, mais très concrètes sur comment se positionne le bébé, comment tout se passe. Et donc je me suis sentie vraiment en connaissance de cause. J'allais à mon accouchement en sachant, en connaissant différentes étapes, mais pas les étapes qu'on nous apprend en maternité je sais même plus. En fait. L'ouverture du col en pré-travail, les heures, etc. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est une approche quand on s'intéresse à la physiologie de la naissance qui va ça dépend encore des sources, mais des fois il y a pas mal de sources qui vont plutôt tendre à c'est quoi les sensations, c'est quoi qu'on va ressentir aussi psychiquement dans notre mental, dans notre état d'être, notre pensée en fait, comment on va être, et donc ça vient compléter. Moi je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est il y a les infos de la maternité et puis après il y a les infos de l'autre monde, de ce qui gravite autour de ce phénomène. C'est vrai que c'est la phrase de « il faut le vivre pour comprendre », elle est vraiment adaptée parce que tant qu'on n'a pas vécu une naissance, c'est très difficile d'aller expliquer qu'est-ce qui se passe dans la pensée de la femme qui donne naissance, parce que il y a tellement de choses et c'est tellement intense que, en effet, quand on comprend qu'on est informé sur certaines phases, et bien tout de suite ça donne des repères en fait qui vont vraiment correspondre à tiens là j'en suis là en fait, et puis là en fait je le sens, mon bébé, tout simplement je sens qu'il a l'air vraiment comme de pousser, d'appuyer sur ces endroits de mon corps, et moi si je fais preuve de lâcher prise et que je m'adapte en fait à ce qui se présente à moi, ça avance et il se passe des belles choses des fois. Complètement. Et c'est vrai que j'ai fait du coup cette préparation de Quantique Mama, mais j'ai aussi fait toutes les préparations à la maternité, etc. C'est vrai que j'avais besoin vraiment d'avoir, de tout connaître en fait, et à la fois de tout connaître pour justement lâcher prise et rentrer dans une espèce d'abandon le jour J au mieux, parce que j'aurais déjà fait ce travail en amont qui sera vraiment ancré en moi, dans ma tête et dans mon corps de façon presque inconsciente, et donc j'aurais plus à y penser le jour J, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et j'avais aussi besoin que mon conjoint il soit en fait au courant de tout ça, parce que lui il allait rester dans le monde réel. Exactement. Et c'était important pour moi qu'il puisse déceler aussi ces différentes étapes. Exactement. Du coup, donc on en est là. Alors bon, on va avancer sur la naissance du coup de ton premier enfant. Donc ce cheminement qui t'a mené à la naissance du coup dans ton salon, de façon inopinée, ou finalement est-ce que c'est tout ce raisonnement qui t'a amené à ça, plutôt. Oui. Enfin. C'est vrai que sur le coup, on pourrait dire que c'est inopiné, mais dans le fond, je pense que pour moi, il y a eu un moment où je me suis dit que c'était plus logique en fait d'accoucher chez soi, si tout allait bien, bien sûr. Et je pense que du coup, mon conjoint m'a toujours dit, tu veux pas accoucher à la maison, etc. Et moi, je disais non, on a prévu le projet, on va à la mater, on fait comme ci, c'est comme pas ça. souvent que le conjoint est plutôt partant pour que ça se passe à la maison. Mais il faisait pas le malin sur le coup.
Mais voilà, on fait comme ci, on fait comme ça. Et en fait, le jour où c'est arrivé, je pense que il y avait justement ce truc de, je savais que j'avais la maternité, etc. Et en fait, tout allait bien. Et puis justement, j'étais vraiment pleinement présente dans mon corps et à aucun moment je me voyais partir. Et il y a eu un moment donné où juste mon conjoint allait chercher la voiture et il est revenu. Et en fait, on s'est regardé et on a su qu'on n'irait pas, en fait. Et on s'est juste rien dit. Et en fait, après, elle est née, moi à 4 pattes dans le salon. Et puis lui, quand même, c'était un peu un accouchement Covid, donc c'était un téléaccouchement, parce qu'il était au téléphone avec la maternité, qui disait « Ah, c'est super Valentine, c'est super bien ce que vous faites. Continuez comme ça, ouais, c'est super. » C'est génial ça. C'était hyper drôle. Enfin, pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est un accouchement Covid, puisqu'elle est née donc en novembre 2020, donc en plein dans tout ça, au téléphone. Génial. Et donc après la naissance, ce que tu me racontais, c'est qu'il y a comme quelque chose qui s'est arrêté et dans le fait, il y avait plus d'enfants à faire sortir, ils étaient sortis. Et donc du coup, il y a eu ce besoin de chercher une passion. Il y avait comme cette étincelle qui s'était animée mais j'ai pas envie que ça s'arrête. Mon enfant est dehors, ça y est, il est né, mais je veux continuer à apprendre, à m'informer, à me cultiver encore plus. Et c'est de là que le fait de devenir doula a commencé à se poser un petit peu. Ouais, exactement. En fait, donc pendant la grossesse, moi, j'avais ce congé mat de 1 mois et demi où je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire pendant 1 mois et demi si je peux pas bouger et tout ça. Donc j'avais très peur de m'ennuyer. Donc je me suis cherché une passion. J'ai essayé du découpage, voilà. Donc pas du tout, ça a pas du tout pris parce que je pense que quand on cherche une passion, on ne la trouve pas. Mais par contre, voilà, au final, ce 1 mois et demi, j'étais à fond. Je marchais dans la forêt, je préparais cet accouchement. Et donc quand elle est née, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Enfin, donc j'avais un nourrisson quand même de qui il fallait que je m'occupe, mais elle était si calme, tout était si facile pour le coup avec elle que je me suis dit mais et en fait j'ai continué de lire des récits, continué de m'intéresser, de m'informer. Je voyais que quand maman elle faisait des choses, j'avais envie d'acheter des nouvelles préparations, tout ça. Et je disais tout le temps, moi j'ai envie d'accoucher encore, mais pas d'avoir d'autres enfants forcément, mais juste accoucher. Et en fait, c'était vraiment cette idée de continuer en fait à aller dans le monde des naissances, etc. Et en fait, j'ai vu que du coup Karine ouvrait une Quantique Doula, donc une formation de doula. Et c'est là où je me suis rappelé que j'avais déjà entendu parler des doulas et donc je suis allée creuser un petit peu le sujet et je me suis dit mais donc il y a vraiment des gens où leur vie c'est ça, c'est accompagner des gens et s'informer continuellement sur les naissances, c'est formidable. Ça correspond. Et donc ensuite, il y a quand même en parallèle, t'as peut-être pas commencé tout de suite par ça. Ce que tu m'expliquais, c'est que t'as été intéressée par tout ce qui était le champ prénatal, qui t'a permis aussi de continuer d'asseoir tes connaissances en physiologie de la naissance. Mais alors, ce que j'adore dans la façon que t'as d'aborder le champ prénatal, c'est ce que tu m'as dit, c'est que pour toi, c'était comme impossible puisque tu chantes faux. Oui. C'est ça. Enfin, c'est que j'ai toujours eu, pareil, dans toutes les injonctions qu'on se traîne de notre enfance, etc., l'idée que je chantais faux. Et donc, quand j'ai cherché une formation pour être doula, elle ne commençait pas du tout tout de suite. Moi, je voulais y aller maintenant, quoi. C'était maintenant, ça y est, j'avais une passion, ça vibrait, c'était tout de suite. Et en fait, j'ai trouvé cette formation en chant prénatal qui commençait 2-3 semaines après, et je me suis dit, ah mais super, je vais sortir de ma zone de confort, mais vraiment, et je vais aller faire une formation de chant prénatal alors que je chante faux, mais ce sera super parce que les sons, j'ai trouvé que c'était hyper utile à l'accouchement, etc. Et que du coup, j'avais vraiment cette idée de pouvoir accompagner aussi avec cet outil-là et de commencer en fait tout de suite et c'est ça, et de pas attendre, exactement. Et du coup, en chant prénatal, il y avait aussi l'éveil musical. C'est ce que tu me disais que t'as préféré, au lieu d'aller participer à des ateliers d'éveil musical, tu t'es dit que t'allais être formée avec ton bébé. C'était encore plus intéressant. Mais j'aime bien ton approche parce que tu as d'abord, je ressens la profondeur et l'intensité des démarches que tu entreprends, et avec le fait il y a d'abord une utilité pour toi-même, que tu le fais avant tout pour toi-même, et que ça va permettre après, comme tu le fais pour toi et pas forcément pour les autres, en projetant des croyances ou des choses, ou des attentes sur tes clients, ce que tu veux leur faire vivre, etc. Mais plus pour toi-même, et ben ça a été vraiment ça apporte une autre dimension en fait à ton accompagnement, je trouve. C'est toujours, enfin, dans ma vie de tous les jours, c'est toujours comme ça. Je vais toujours partir de ce qui, moi, me parle, me fait vibrer pour ensuite, parce que je pense que c'est comme ça qu'on sera le plus authentique et le plus sincère. Et du coup, c'est vrai que le chant prénatal, l'éveil musical, ça a toujours été presque
pour moi comme doula en fait. Ça a toujours été presque pour moi, sans chercher à réparer quelque chose, mais vraiment toujours parce que là j'adore, c'est ma passion, donc j'y vais et puis j'aurai à offrir des belles choses, je pense. Et ça résonne en fait du coup avec les autres. On va faire une première pause musicale et puis on va se retrouver en suivant pour me parler du Club Poussette et donc de qu'est-ce que c'est que les ateliers d'éveil musical et de son prénatal. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et nous voici pour cette deuxième partie d'émission. Je suis accompagnée de Valentine qui donc nous a présenté un petit peu comment elle est venue au monde et comment elle a abordé cette première maternité. C'était intéressant d'écouter son récit parce que vous commencez à me connaître. À force de regarder le parcours en fait des personnes, on voit comment ça vient influencer les propositions ensuite qu'ils ont à faire sur la maternité, sur les ateliers, les accompagnements. Je trouve que c'est ça qui est assez riche en fait, c'est que de s'intéresser un petit peu comment s'est passé leur cheminement sur la maternité, sur comment ils en sont arrivés là. Ça donne des idées de quel type de personne en fait on a en face. Et généralement, on est dans un cadre un peu plus authentique parce que ça vient résonner avec des choses. Je pense que pour Valentine, on est nombreuses à se dire la première fois, j'ai peur aussi d'accoucher et de comment ça va se passer et comment cet enfant va sortir. Et je trouve ça super quand on arrive à transmuter cette peur en quelque chose de bien plus beau, comme de donner naissance à son enfant dans son salon au final, et que tout se passe très bien et que voilà, ça ouvre en fait le potentiel. Voilà, ce que j'entends en fait, c'est qu'il y a une reconnexion à ton plein potentiel et que c'est aussi ça que tu peux offrir après aux autres femmes que tu peux accompagner. Oui, en fait, c'est vraiment l'idée de partir d'une peur et puis de chercher à en faire vraiment une force, parce que de pas chercher forcément à la combattre, et ça, même dans tous les sujets en fait de la vie et encore plus de la maternité, parce que c'est un moment où on est très vulnérable, on peut avoir beaucoup de peur, et donc c'est vraiment pas juste renier ses peurs et se dire ok, j'ai peur de ça, comment je vais pouvoir arriver à être plus forte et à justement contourner en fait cette peur. Exactement. Et donc pour ton second enfant, t'étais en Haute-Savoie et donc du coup l'attention elle était plutôt mise forcément. Enfin, on le verra quand même, mais aussi sur l'accouchement parce que ton bébé était en siège, donc voilà, nouveau centre d'intérêt pour toi qui étais demandeuse de t'informer. Mais surtout, ça, je pense que tu reviendras dans une prochaine émission pour parler des naissances en siège et de comment on peut les accompagner avec un projet co-construit avec la maternité. Mais là, en l'occurrence, c'est juste que ce que tu m'as dit, c'est que tu avais envie de créer ton village et de pas te sentir seule pendant ce postpartum. Et donc c'est ça qui a motivé finalement tout le reste de ta vie à intégrer le Club Poussette. Et donc tu vas pouvoir nous en dire plus. Qu'est-ce que le Club Poussette? Tu veux que je commence d'abord par parler du Club Poussette ou par le petit chemin qui m'a fait connaître le Club Poussette? Oui, ton petit chemin. Oui, donc on était en Haute-Savoie et on allait déménager en avril. J'accouchais en juillet. Et donc je connaissais personne du tout là où on allait arriver, et donc commencer un postpartum et une maternité dans un endroit où on connaît personne, ça peut être très difficile, parce que c'est vrai que c'est une période où on peut se sentir vraiment seul, et on a besoin d'être accompagné, que ce soit logistiquement ou juste en fait avec des présences en fait. Bien sûr, ouais. Et donc voilà, moi j'avais très peur, et d'ailleurs j'arrêtais pas de le dire j'arrêtais pas de dire aux autres, j'ai peur de faire une dépression postpartum parce que je serais toute seule et je suis pas faite pour être toute seule, etc. Et une fois, j'ai écouté un podcast et j'entends, c'était Eve Simonet qui du coup est une des deux fondatrices du Club Poussette, qui en parlait à la fin de son interview. Et je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est le Club Poussette? Et donc je suis rentrée chez moi, j'ai tout de suite regardé, et comme peut-être que vous allez le comprendre au fur et à mesure de l'émission, je plonge vraiment beaucoup dans les choses. Je me suis dit c'est super, je vais m'inscrire, et je vais pas m'inscrire en tant que maman, je vais m'inscrire en tant que bénévole, en tant que tata du Club Poussette, donc la personne qui gère une antenne dans une ville. Je vais expliquer ensuite. Et donc voilà, j'ai qu'à faire ça, c'est super, comme ça je serai obligée de rencontrer des gens et je serai pas toute seule. Exactement. Donc voilà, parce que donc le Club Poussette c'est une
une association qui a été créée en avril 2022 et qui a pour but de combattre l'isolement des mères en postpartum et aussi des femmes enceintes, puisque ça commence, dès que tu es enceinte, tu as le droit de rejoindre le Club Poussette, qui est complètement gratuit pour les mamans. Et qui réunit aujourd'hui 120 villes, je crois, ou 150 villes en France et à l'étranger, gérées par 300 tatas. Et il y a maintenant quand même 20 000 mamans qui sont inscrites. Donc voilà, ça a été créé il y a seulement même pas 2 ans en fait. Bah oui. Il y a même pas 2 ans et je trouve que le fait de se dire qu'il y a 20 000 mamans qui sont inscrites dessus, ça montre aussi à quel point en fait il y avait ce besoin et je pense que le chiffre peut encore augmenter à partir du moment où d'autres gens vont en entendre parler de ce Club Poussette. Exactement. Je pense que là on aborde une notion qui est assez importante et j'aimerais assez préciser quelque chose. L'isolement des mères, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on en parle? Parce que c'est quelque chose qui, à moins qu'on en ait déjà entendu parler, qu'on ait une amie proche ou une sœur qui ait vécu l'isolement, je pense que c'est peut-être un phénomène qu'on sous-estime et qu'on se dit ça va pas m'arriver, moi j'ai des amis, tout va très bien. Et puis des fois pendant la grossesse, le fait après qu'on accueille un enfant, il y a un peu une redistribution sociale qui se fait dans nos cercles d'amis, même quand on a des gens autour de nous, s'ils ne sont pas concernés du tout par la parentalité, certaines personnes vont s'éloigner et voilà, il y a cette redistribution des liens d'amitié qui font qu'on peut d'un coup se retrouver vraiment seul chez soi avec son bébé à attendre que le conjoint ou la partenaire rentre. Et on a toute une journée pour formuler de longues attentes sur lui ou sur elle. Et généralement, il y a une dissonance, bien sûr, entre nos attentes, nous qui avons passé la journée à attendre, et la personne qui a fait toute une journée de travail et qui rentre et qui veut que se poser. On en a déjà un peu parlé dans le précédent épisode avec Sarah, sur le fait que il y a cette notion comme d'une série qu'on regarde à 2 au début et puis que dès que le coparent va retourner travailler, s'extraire un petit peu du quotidien auprès du bébé, et la série continue de s'écouler sans que lui regarde ou sans qu'elle regarde, et quand elle revient, c'est la découverte de OK, j'ai loupé plein d'épisodes et je ne sais absolument plus où est-ce que j'en suis. Donc voilà. Donc cet isolement, en fait, c'est un sujet qui pour moi ne concerne pas que les mères, c'est un sujet qui concerne absolument tout le monde. Parce que si dans votre entourage, même si vous n'êtes pas parent, vous avez quelqu'un qui est enceinte, ou qui vient d'avoir un bébé, ou qui a un enfant en bas âge, parce que l'isolement des mères, même, il n'est pas forcément immédiat, il peut aussi perdurer jusqu'à ce que finalement l'enfant soit un peu scolarisé, ou qu'il y ait ce village vraiment qui se crée quand on fait aussi l'école à la maison, même si c'est un peu plus compliqué en ce moment de le faire, mais voilà, quand on a ces choix éducatifs-là et qu'on n'a pas encore créé notre réseau, ça vaut le coup quand même de se préoccuper de ces personnes-là, de se demander comment elles vont, et tout simplement de juste poser des questions ouvertes. Comment tu te sens avec ton enfant, et puis toi en tant que personne, est-ce que tu as des besoins, est-ce que tu arrives à y répondre, est-ce que moi je peux être utile, je peux t'apporter de l'aide, ou alors juste est-ce que tu veux aller partager un café dans un café poussette Et ne sous-estimez pas cette proposition, comme elle peut faire vraiment comme des étoiles dans les yeux, de se dire ça va être la seule occupation de la semaine. J'ai un café à aller prendre avec une personne et ça va permettre de sortir de chez moi, je serai moins toute seule. Donc voilà, c'est ça l'isolement en fait des mères, c'est un phénomène qui apparaît petit à petit des fois et qui prend son temps pour s'installer, mais quand il est là, il peut être extrêmement pesant et difficile. Oui, complètement. Et le Club Poussette, donc c'est concrètement en fait, qu'est-ce que c'est justement sur l'isolement des mères, parce que en fait, comme tu dis, quand le conjoint il repart ou la conjointe repart travailler et que la mère se retrouve je dis la mère parce que souvent c'est la mère, mais bien sûr finalement ça pourrait aussi arriver au père, sauf que voilà, il y a quand même une réalité, et donc quand la mère se retrouve toute seule et que elle aimerait bien sortir, mais c'est difficile de se motiver à sortir un mardi matin quand il fait pas très beau, quand c'est l'hiver, que ça fait plusieurs semaines qu'il fait pas très beau et que t'es en pyjama et que t'es toute cracra, de se motiver à sortir avec ce petit, ou qui d'ailleurs qui grandit, parce que comme tu dis, c'est que on va dire que le postpartum il dure 3 ans, et d'ailleurs le Club Poussette, donc l'idée c'est que ça s'arrête entre guillemets quand l'enfant a 3 ans. Dans la réalité des faits, c'est plutôt tu ne t'inscris pas avec un enfant qui a plus que 3 ans, mais voilà, il y a quand même une continuité. Après, qu'est-ce que c'est donc concrètement le Club Poussette? C'est une rencontre par mois officielle, donc définie par l'association le dimanche entre avril et septembre en extérieur, ou du moins
en intérieur, mais il faut que ce soit 100% gratuit pour les mamans, pour que vraiment, justement, dans cet isolement aussi, qu'il n'y ait pas d'écart financier voilà. Freins. Exactement. Que vraiment tout le monde puisse être accueilli et donc que ce soit vraiment 100% gratuit. Et ensuite, il y a des rencontres qui se font plus régulièrement au cours de l'année, et tout ça, c'est géré par un groupe WhatsApp qui réunit toutes les personnes. Par exemple, donc moi je gère celui de Chambéry et donc on est, je crois, 130. Quand je suis arrivée donc en avril 2023 dans le club Poussette de Chambéry, elles étaient 30 et j'ai récupéré et j'étais toute seule jusqu'à là en janvier dernier. Et on a organisé une sortie à la ferme, mais sur des temps de semaines, qui font que c'est vraiment ces moments, enfin en tout cas à mon sens, qui nécessitent qui nécessitent d'avoir des propositions pour les mères et pour les enfants. Voilà, donc ça va être une sortie à la ferme. Il y a aussi les LAEP où on se rejoint, et je trouve que c'est plus facile en fait de se motiver à aller à un LAEP. Un LAEP, c'est un lieu d'accueil enfants-parents où on est accueilli, qui a aussi en fait le même objectif que le club Poussette, mais qui est vraiment sur des créneaux précis. Et c'est plus facile en fait toujours de se motiver à y aller à deux. Même ça ne serait-ce hier, j'ai vu des filles sur le groupe qui se rejoignaient au parc du Buisson Rond. Voilà, donc c'est un parc à Chambéry, et juste le fait d'être plusieurs, en fait, ça crée vraiment une unité, et ça permet de parler à un adulte dans la journée. Exactement, aussi. Donc, de poser ce qu'on ressent, de parler aussi de tous ces questionnements qui nous arrivent par rapport à notre enfant, par rapport à son éducation, son évolution, de voir des enfants plus grands aussi. Ça rassure des fois de se dire, ah oui, cet enfant va grandir. Et il y a certaines phases qui vont s'arrêter. Il y en aura des nouvelles. Mais bien sûr, le fait de vivre, on l'a dit et on le redit encore, il faut tout un village en fait pour élever un enfant, et ces personnes-là qui vont graviter autour de nous pendant un petit temps, elles font partie de notre village. Et c'est ça qui est vachement soutenant en fait, c'est de se retrouver, même si on a des convictions différentes, des façons de faire différentes. Il y en a qui allaitent, il y en a qui allaitent pas, il y en a qui portent, il y en a qui portent pas. Peu importe. Hein, j'imagine que on est vraiment sur de l'ouverture et puis juste d'être ensemble. Complètement. Et le groupe WhatsApp permet aussi d'avoir une espèce de permanence 24 heures sur 24 pour tous les sujets en fait, sur des sujets joyeux ou pas, mais aussi vraiment des questions, vraiment des questions de, il y avait une fille qui récemment avait dit SOS, mon enfant est en énorme crise, je ne sais plus quoi faire. Et en fait là dans les 2 minutes, il y avait 4 messages hyper bienveillants. D'ailleurs, je trouve les filles sur Chambéry vraiment très bienveillantes, et c'est vraiment très beau en fait de moi. Je trouve ça formidable à modérer, parce qu'en fait c'est trop beau de lire les messages, et toujours d'encouragement. C'est super, pose-le un petit peu. Enfin, et vraiment et l'autre en face qui reçoit tous ces messages en fait au moment où elle se sent hyper seule chez elle, parce qu'il y a le fait de se voir et de sortir, mais des fois on se sent pas forcément capable en fait de même s'habiller, justement, de gérer, c'est le début de l'allaitement, c'est pas bien mis en place, je sais pas, machin, et en fait d'avoir cette permanence tout le temps, mais avec des gens aussi qui sont à côté de chez nous, parce que ça nous permet de vraiment créer des liens, et c'est ça qui est aussi un peu différent des forums ou de groupes Facebook qui vont être très très gros. C'est que là c'est vraiment local, et ça permet de créer du lien localement, et ça je trouve que c'est super, parce que justement, comme tu dis, les enfants ils grandissent, et ça permet de créer des liens dans le temps. Et l'idée en fait presque du club Poussette pour moi, c'est que les filles elles aient plus besoin du club Poussette. Exactement. C'est voilà, que quand il y a des femmes qui quittent ce groupe, et que je leur demande pourquoi, et qu'elles me disent c'est bon. Et en fait, presque, je suis hyper contente en fait qu'elles aient plus besoin d'être dans ce groupe, parce que ça y est, elles ont leur village, elles ont leur groupe, et c'est parti quoi. C'est parti. Alors dis-moi tout, si jamais, là on a des mamans qui nous écoutent et qui se disent mais je veux rejoindre le club Poussette de Chambéry ou un autre club Poussette, comment elles s'y prennent? Eh bien, c'est très simple. On tape le club Poussette sur Internet, on clique, on arrive sur le site, et il y a un onglet pour devenir une maman. D'accord. On remplit un formulaire, et dans ce formulaire, il y a notamment quel club on veut rejoindre, sachant qu'on peut rejoindre plusieurs clubs. Donc, par exemple, Aix, la personne pourrait rejoindre celui d'Annecy ou celui de Chambéry. Il y a aucun souci. Et elle remplit le formulaire, et suite à ça, elle sera ajoutée au groupe WhatsApp. Génial.
D'autres façons en fait de briser un petit peu cet isolement de mère, c'est aussi de participer à des ateliers dédiés un peu à maman bébé. Il y a plein de propositions qui se font, mais on va parler surtout des tiennes, puisque tu proposes des ateliers d'éveil musical, et ça fait aussi partie des activités qu'on peut faire avec son enfant afin de sortir de l'isolement. Oui, complètement. C'est vrai que moi, je trouve que l'aspect du groupe est hyper intéressante en général, parce que déjà pour les enfants, mais effectivement pour les parents et les mamans, le fait d'être en groupe, de voir d'autres gens, etc., c'est tout aussi stimulant pour elles que pour leur enfant. Et c'est vrai que c'est pour ça que moi je me suis aussi lancée dans les ateliers d'éveil musical, parce que je trouve que ça permet d'avoir un créneau où les parents vont sortir et se retrouver, se retrouver. Et généralement dans mes ateliers, je vois bien à la fin il y a d'autres questions que l'éveil musical, et que c'est des places où on peut justement poser notre question. Et tiens, l'allaitement, je sais pas trop, qu'est-ce que vous en pensez? On m'a dit ça, parce que la maternité c'est aussi ça, c'est se sentir très seul, mais se prendre plein de phrases et de conseils non sollicités de partout et de tout le monde tout le temps. Et donc c'est un peu à un moment donné savoir faire le tri de tout ça. Et donc c'est aussi des groupes, des espaces dédiés avec des gens qui sont à peu près au même niveau. Enfin, au même niveau, dans les mêmes problématiques en tout cas, et qui testent aussi de leur côté des choses qui marchent ou qui marchent pas. Et donc ça peut être s'échanger des idées. Tu accueilles des enfants de quel âge à quel âge en éveil musical? J'accueille de 0 à 3 ans pour l'instant. Ah oui, donc c'est vraiment... Et j'ai essayé de séparer des ateliers de 0-9 mois et 10 mois, 3 ans, parce que justement dans ces idées de discussion et de problématiques, c'est pas... pour moi, c'est pas les mêmes centres d'intérêt, Exactement. C'est qu'un bébé qui a 5 mois aura pas du tout les mêmes besoins, il sera pas du tout au même niveau de développement qu'un même d'un an en fait. Ok, génial. Allez, restez avec nous. Vous êtes sur Parents Autrement avec Pauline et Valentine. Et après la coupure musicale, on va parler maintenant du son prénatal. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Parents Autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et nous voici dans cette dernière partie d'émission. Je suis accompagnée de Valentine et on a parlé finalement de thématiques autour de la naissance, du postpartum, de l'isolement des mères, et on s'apprêtait à parler de musique maintenant. On voulait juste rappeler un petit point qui est quand même très important sur le club Poussette, donc Valentine gère. Il y a donc un groupe de soutien WhatsApp dont on parlait, où les mères peuvent vraiment venir se déposer, parler de des questionnements qu'elles ont ou des difficultés qu'elles rencontrent. Et surtout, ce qui est très important, il n'y a pas de démarchage commercial sur ce groupe. Ça a son importance, parce qu'aujourd'hui, on peut rejoindre pas mal de groupes Facebook, et notamment en Savoie, je crois qu'il n'y en a pas moins de 5 autour de la maternité, mais où finalement, il n'y a pas vraiment d'échange de parents à parents, mais plus des professionnels qui rendent visibles des événements, des choses comme moi-même qui dit écoutez notre émission de radio. Et ça, c'est un peu compliqué de pouvoir trouver un groupe où justement on va avoir vraiment ce partage et ce soutien. Voilà, c'est un groupe de soutien, c'est pas un groupe à visée commerciale. Complètement. Et je rajouterais même que du coup les membres, quand ils rejoignent ce groupe, ils sont vraiment dans une démarche de créer du lien, plus que justement de partager leurs activités, parce que je sais qu'on est plusieurs sur le groupe. Moi je suis doula par exemple, et il y a d'autres personnes qui œuvrent pour le monde des naissances, pour la parentalité, qui font des ateliers, etc. Et voilà, c'est vraiment cette idée qu'on rejoint le club Poussette pour créer du lien et sortir de son isolement et rencontrer, etc., plus que pour faire des autopromotions de son activité. Même si c'est des fois très tentant, je dois le dire. C'est ça. Du coup, maintenant, on en arrive à la dernière partie, la partie un peu plus musicale. Pour quelqu'un qui chante faux et qui propose des ateliers de chant prénatal, tu as des choses à nous expliquer là-dessus, Valentine. Alors, toi, tu appelles ça déjà du son prénatal, parce que du coup, en effet, c'est ce que tu m'expliquais, vous ne chantez pas pendant les ateliers. On chante peut-être une petite chanson, parce que moi je trouve ça important, c'est vrai, de repartir avec
des petites chansons pour l'enfant à naître, Voilà. pour avoir vraiment justement cette continuité entre l'atelier prénatal et le postpartum. Mais voilà, c'est pas du tout le sujet central des ateliers et du chant prénatal. Et c'est vrai que pour moi qui, du coup, part avec cette idée que je chante faux et que donc à l'époque de ma grossesse, ma première grossesse, j'étais dans cette idée de je chante faux, jamais j'aurais passé le cap d'aller à un atelier de chant prénatal. Alors que le nom son prénatal, moi, me parle plus. Et comme tu disais tout à l'heure, comme je fais beaucoup les choses en fonction de moi, c'est pour ça que j'ai nommé son prénatal parce que je trouvais ça beaucoup plus parlant. Est-ce que tu peux nous donner du coup un peu une idée de comment s'organise un atelier? Qu'est-ce qu'on vient y faire en fait dans cet atelier? À partir de quand on peut commencer à le faire? Quels sont ses bienfaits, les utilités, tout ça? Alors déjà le chant prénatal, parce que du coup j'ai suivi la formation de chant prénatal. Ça a 4 vocations, donc ça va être déjà du bien-être pendant la grossesse, parce que c'est finalement un temps qu'on s'octroie, qu'on prend pour nous, et on peut venir donc aussi avec son partenaire ou une grand-mère ou n'importe qui d'ailleurs, ses aînés. Et voilà, donc c'est un temps vraiment qu'on va prendre dédié pour se connecter, et donc qui va aussi créer du lien avec le bébé. D'ailleurs, c'est une préparation. C'est un atelier qui va très bien avec l'autonomie, dans le sens où on est très en lien avec le bébé, on se connecte à lui, etc. Voilà, donc ça c'était la deuxième vocation. Il y a bien sûr avoir des outils pour l'accouchement, et la 4e, c'est avoir aussi des outils pour le postpartum, parce qu'on voit aussi des étirements, du coup des berceuses, mais voilà, des étirements, des automassages, des choses comme ça. Et donc là, comme on parle un peu plus concrètement, un atelier de son prénatal, de quoi ça se compose? On va retrouver de l'éveil corporel, on va retrouver de l'éveil sensoriel un peu, peut-être, non? Un peu au niveau de la voix, on va venir faire des vocalises pour ouvrir en fait, la résonance du corps. On va avoir beaucoup d'exercices de respiration et beaucoup d'exercices de vibration. Donc la vibration, c'est en fait juste de la respiration avec un son qui va venir faire vibrer, et donc c'est tous ces exercices qui donnent des outils pour l'accouchement. Après, c'est vrai que c'est pas il y aura jamais c'est pas un cours, c'est-à-dire qu'il y aura pas des choses concrètes. Si vous faites ça pour accoucher, ce sera super. C'est vraiment l'idée de venir aussi se reconnecter soi-même à son corps, venir aussi se rencontrer, et le fait d'en faire pendant la grossesse, c'est pouvoir prendre le temps d'observer son corps et les changements, parce que voilà, si on vient à 4 mois de grossesse, peut-être qu'il y aura des choses qui vont résonner différemment qu'à 9 mois, parce que on a plus de liquide, parce qu'il y a un être humain qui a bien poussé depuis, et donc voilà, c'est vraiment aussi cette idée d'être en conscience en fait, en présence, en conscience, et je vais dire même en amour, parce que en amour de son corps, et de voir tout ce qu'il est capable de faire, et de son bébé toujours. Voilà. Je vois bien cette dimension de connexion et de reconnexion aussi avec son corps, comment il va évoluer, et comme tu dis, il y a des sons qui vont changer en fonction du volume que la grossesse va commencer à occuper, et que souvent ça c'est une question, que ce changement du corps qu'on a du mal des fois à suivre et puis à accepter. Finalement, ce que j'entends, il y a aussi un petit peu comme un super pouvoir, j'ai l'impression, qui se crée avec cette grossesse qui avance. C'est un peu ça, c'est que c'est un super pouvoir en même temps, donc créer un être humain de toutes pièces. Mais voilà, et c'est un peu une façon aussi de prendre conscience en fait de ce super pouvoir, et de l'honorer aussi en s'offrant ce temps à prendre pour soi finalement. Et que c'est très bon aussi pour booster l'hormone de l'amour, de l'ocytocine, etc. Donc absolument. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on retrouve tout ça dans des ateliers de son prénatal, et qui vont au niveau des outils pour l'accouchement. Je dis ça parce que souvent les gens viennent vraiment chercher ça, parce que toujours dans cette idée que l'accouchement fait peur, etc. Même si le postpartum aussi fait peur, que l'accouchement fait peur, on vient chercher des outils, et c'est vraiment ça que je pose très rapidement, c'est que je vais jamais leur dire que si ou ça marche, parce que déjà ce qui marche pour quelqu'un ne marchera pas pour l'autre.
Et donc c'est vraiment l'idée de venir tester, expérimenter et voilà, donc de venir aussi se découvrir, parce que mine de rien, faire des sons, c'est pas forcément la chose la plus naturelle du monde. Oui. Et du coup, petite anecdote sur mon premier accouchement, comme je devais accoucher donc en maternité et que j'avais prévu de faire des sons et que j'avais prévu du coup qu'il y avait des gens à côté de moi, je partais me balader en forêt et je faisais des sons dès que je croisais quelqu'un pour me dire comme ça, le jour J, je serais habituée à faire des sons. Et finalement, en fait, ça, je trouve que c'est hyper parlant, parce que moi, je vois bien, les gens, quand ils viennent en atelier, au début de l'atelier, ils sont un petit peu gênés, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. On peut se dire, mais qu'est-ce que je fais? Et je pense que finalement, le fait de pratiquer pendant la grossesse, le jour de l'accouchement, on n'a plus cette gêne, ce filtre exactement de oula, qu'est-ce que c'est que ce son qui vient de sortir de moi? En fait, c'est juste en fait, le corps, il va parler de lui-même, il va chanter un peu de lui-même, parce qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, et je trouve que c'est vraiment en ça que ça donne des outils pour l'accouchement. Exactement, ouais, je vois vraiment les deux côtés de la respiration qui, en plus, en effet, plus le bébé va occuper de l'espace, plus on commence à respirer autrement. Et donc, c'est assez intéressant d'avoir une pratique, quelle qu'elle soit, mais là, avec le son prénatal, c'est vraiment adapté, d'apprendre à respirer avec ce corps qui a changé. Et parce que, bien sûr, il faut respirer pendant la naissance. C'est le seul moyen d'oxygénation de notre bébé. Donc, ne vous mettez pas en apnée, mesdames, respirez. Et aussi, oui, en effet, dans ce phénomène de vocalise, en fait, à un moment donné, vers les graves, c'est surtout ce qu'on invite les femmes à faire au moment de la naissance. Il y a aussi des conséquences formidables, en fait, sur les sensations corporelles qui vont du coup s'atténuer, être moins intenses ou moins douloureuses, et ça va permettre un petit peu d'avancer autrement dans cette naissance-là. Alors, il y a déjà aussi quelque chose de très physiologique, dans le sens où la gorge, donc le muscle de la gorge et le muscle du col de l'utérus, ils sont complètement liés. Ouais. C'est-à-dire que quand on fait vibrer, quand on détend sa gorge, en fait, naturellement, sans y penser, sans conscientiser ça vient détendre au niveau du col de l'utérus. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a déjà quelque chose qui est lié, et donc ça, c'est vrai qu'en prendre conscience, c'est vraiment super. Et au niveau des vibrations, le fait de vibrer, c'est vrai qu'on dit les sons graves parce que les vibrations sont beaucoup plus intenses, mais finalement, j'ai envie même de dire, quelle que soit la vibration, à partir du moment où le jour de l'accouchement, ça nous fait du bien, en fait, il faut aller dedans et pas justement rechercher à conscientiser, se dire, mais j'ai appris en son prénatal que le son était vraiment super. Non, en fait, il y a aussi ce truc de s'écouter à ce moment-là, et que c'est peut-être ce dont notre corps a besoin, et que c'est vrai qu'il y a des sons graves qui vont en fait amener beaucoup plus de vibrations, et qui du coup vont atténuer un peu en fait les contractions, parce que ça va vibrer et ça va faire comme une espèce d'automassage en fait de l'utérus, et c'est en ça qu'on dit que ça soulage. Et bon, et accessoirement aussi, on se sent très puissant de pouvoir extérioriser un peu cette douleur et tout ce qui se passe, en fait, parce qu'on est quand même traversé par un être humain. Donc si on peut faire traverser notre corps d'un son, ça accompagne aussi. Et vous voyez que là, comme dans la posture de Valentine, il y a la doula qui s'exprime, de se libérer des injonctions, de s'écouter et de vraiment faire ce qui nous est juste à l'instant T, bien au-delà de ce qu'on a pu apprendre pendant toute notre grossesse. Et ça, vraiment, c'est une clé de l'accompagnement, de l'accompagnante périnatale, de la doula, ou de toutes les personnes finalement qui sont présentes au moment de la grossesse, de la naissance et de la parentalité, d'amener en fait à se libérer de ses croyances, de ses injonctions, pour aller vers ce qui là se présente à nous, en face de nous, vraiment, et à comme ouvrir les yeux et se dire oui, en fait, j'accueille, et c'est ça. J'y vais. Complètement. Il y a tout ce qu'on apprend, et puis il y a tout ce qu'on a envie de faire, et en fait tout ce qui nous semble juste sur le coup, en fait, faut y aller. Exactement. Ok, merci beaucoup Valentine. Dis-nous maintenant comment on peut te retrouver tout ça, toutes tes propositions, et voilà. Sur Internet, j'imagine. Sur Internet, sur Instagram, où j'ai un site, donc c'est Doula des graines, parce qu'il y a vraiment cette idée de planter des graines. Moi, j'aime beaucoup par rapport en plus à ce que tu viens de dire sur le fait que tout est juste, etc. Et là, ce que je racontais sur le son prénatal, c'est le fait que c'est plein de graines que je dispose, et ensuite, si ça vous parle, maintenant ou plus tard ou pas, vous prenez ce qui est à prendre et ce qui vous semble juste pour vous.
Donc c'est Doula des graines. Et pour les ateliers, j'en fais une semaine sur 2 le vendredi matin à l'association Sème ton bien-être. Donc c'est assez rigolo. En effet. Voilà, donc éveil musical et son prénatal. Et là, depuis très récemment, c'est un peu une exclue. On est en train de lancer des journées prénatales, bien-être prénatal, avec 2 autres doulas et donc avec du yoga prénatal. Là, la prochaine, elle est donc le 12 avril et c'est yoga prénatal, physiologie de la naissance, automassage et alimentation du postpartum et son prénatal. Génial. Voilà. Et donc tout ça c'est en train de se mettre un petit peu en place plutôt du côté de Chambéry. Et oui, donc dans l'association Sème ton bien-être, hein, c'est ça. C'est ça. Et parce que l'atelier de mois de mars, il y avait eu un cercle maman-bébé, je crois. Il y avait eu quoi d'autre? Oui, en fait, on a fait une journée la semaine dernière, vendredi dernier, avec comment on a fait? Éveil musical, yoga parents-enfants, danse parents-enfants, enfin danse en portage d'ailleurs, et cercle parents-bébé. Et donc ça, c'était drôle parce qu'une maman m'avait dit, mais moi, mon bébé, il a 3 mois. Et je sais pas si c'est intéressant pour lui. Et je lui ai répondu, est-ce que toi t'as envie de venir? Elle a dit, ah bah oui, je m'ennuie. J'ai dit, bah viens. Et c'est vrai qu'en fait, c'est aussi, enfin c'est vraiment pour soi qu'on le fait. Et en fait, même dans sa parentalité, on fait aussi des choses pour nous et qui en fait, si nous on est bien, notre enfant il sera bien. Et pour moi, c'est ça qui est important en fait. Exactement. Et c'est vraiment ça, hein, l'âme de Parents Autrement, c'est de mettre en avant ce concept-là qu'on va faire des choses pour nous qui diffèrent de ce qu'on a reçu comme héritage familial ou de comment on a grandi ou ce qui se fait autour de nous. Et quoi que ce soit, du moment que c'est aligné et que ça nous fait du bien, et bien forcément, nous, en tant que parents, on se sent bien et on est un bien meilleur parent disponible pour notre enfant. Et notre enfant, du coup, il est aussi plus apaisé. Il y a vraiment cette résonance, cet effet ricochet un petit peu qui est tout autour de ça. Donc c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Valentine. Merci à toi. Et ben nous, on aura le plaisir de se retrouver, chers auditeurs, dans 2 semaines pour une nouvelle émission de Parents Autrement. Et vous pourrez retrouver cet épisode sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac d'ici quelques jours. Je vous souhaite une belle après-midi, un bon mercredi et à dans 2 semaines. Toute la vie locale sur une seule radio. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.